Au Togo, les avocats d'Agbeome Kodjo s'en remettent désormais à la Cour de justice de la CEDEAO. Ils ont rendu public un communiqué de presse dans lequel ils dénoncent un harcèlement judiciaire contre leurs clients. Ils informent que le greffe de la Cour de justice de la CEDEAO vient de saisir l'État togolais sur le dossier, et ce grâce à 2 requêtes que leurs clients avaient déposées auprès de cette Cour. La première est relative à la violation de ces droits de l'homme dans le cadre de la levée de son immunité parlementaire, et la seconde pour une suspension provisoire de la procédure pénale à son encontre. Les avocats qui dénoncent un scénario malsain de la part de la justice togolaise dans cette affaire précisent qu'ils sont dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice de la CEDEAO en vue d'une suspension provisoire de la procédure pénale initiée contre l'ancien Premier ministre. Le feuilleton Agbeome Kodjo Firmin Tiako se joue désormais sur le plan judiciaire. Oui, depuis que la justice s'est saisie de cette affaire-là, donc ça continue. En réalité, la semaine passée, on en avait parlé. Mais ce que moi je dis, c'est bien qu'on en parle parce que ça anime le débat politique. Depuis, on ne parlait que de Covid-19. Aujourd'hui, et ça permet de parler encore un peu politique. Mais au-delà de tout, c'est un dossier à fond vide en réalité. Aujourd'hui, moi, je dirais simplement qu'on peut faire ou qu'on peut oublier ça, au fait. On peut oublier, passer à autre chose. Parce que s'il fallait mener une action pour dissuader, je pense que l'action a été déjà menée. Du moment où Agbeome a été devant la justice, a été devant le SCRIC, tout ça. Donc, je pense que c'est des actions qui pouvaient servir à dissuader pour que d'éventuels scénarios ne se reproduisent à l'avenir. Ça, c'est déjà consommé. Mais le fait de poursuivre ça, il faut juger un peu de l'intérêt de ce qui se passe, au fait. Et ça permet à Agbeome Kodjo d'avoir encore une certaine notoriété, d'avoir encore une certaine popularité, d'avoir encore une certaine audience dans la masse, mais politiquement, qu'est-ce que le peuple y gagne? Sur le plan social, qu'est-ce qu'il gagne? Agbeome Kodjo, moi, je le qualifie de... Je dis souvent que c'est un manipulateur. Ce qui se passe lui sied très bien et il sait à quoi il joue. Entre lui et le pouvoir, ils se connaissent très bien. On peut passer à autre chose. Les avocats, ils sont en train de faire leur travail. Leur travail. Mais au niveau de la justice, on parle aussi de l'indulgence. L'indulgence existe en droit. Donc, on peut trouver une formule pour que cette affaire-là soit tuée. On a dit la semaine passée que le chef de l'État, c'est le premier magistrat de la République. Du moment où la Constitution lui permet d'accorder la grâce aux détenus. Donc, il a un pouvoir judiciaire aussi. Le président de la République, dans tous les pays, c'est le premier magistrat. Donc, le président de la République du Togo, moi, je lui demande de faire taire cette affaire-là pour qu'on passe à autre chose. Parce que les Togolais, il a beaucoup de choses, le président de la République. Si cette affaire-là se poursuit, ça effrite sa popularité. Il a été élu à plus de 70%. Donc, autant on parle encore d'Agbeome Kodjo, ça effrite un peu sa popularité, alors qu'il a fort à faire dans cette affaire. Regardez toutes les affaires qui sont en train de gêner un peu son nouveau quinquennat. Donc, il faut qu'on passe à autre chose, qu'on évite de parler encore d'Agbeome Kodjo. Oui, mais peut-être pour le pouvoir, il faut vider l'affaire, en tout cas au niveau de la justice, avant de passer à autre chose. On sent que le pouvoir y tient vraiment. Sauf que le choix que le pouvoir a fait n'était pas le bon choix sur la question du dossier contentieux électoral opposant Agbeome à l'actuel chef de l'État. Le problème, c'est que cette volonté du gouvernement aurait pu être manifestée si la question du contentieux électoral que continue de brandir Agbeome aujourd'hui a été transporté ailleurs qu'à la justice. Parce que les questions relatives aux élections ne sont pas des dossiers qui concernent la justice. La preuve, en tout cas pour le Togo, en 2010, je crois, lorsque Fabre réclamait la victoire, Fabre n'a jamais été convoqué par la justice. Il a organisé des manifestations pendant 5 ans dans ce pays, des marches populaires tous les samedis. Mais à aucun moment,
la justice n'a convoqué FA pour venir s'expliquer ou alors pour venir faire apposer sa signature sur un document. Ailleurs, dans d'autres pays, au Gabon, lorsque Jean Ping avait réclamé la victoire contre l'actuel président gabonais, le gouvernement gabonais n'a jamais convoqué Jean Ping devant une justice pour venir s'expliquer. Il y a un cadre légal qui est propice à cela. C'est le cadre politique, le dialogue, les rencontres, etc. Donc le choix fait par le gouvernement pour régler ce problème pose justement d'autres problèmes. C'est en cela que le dossier continue. Si depuis le 22 février où ont lieu les élections, si depuis la proclamation des résultats par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, le problème d'Agbeomé ou le problème électoral était débattu ailleurs qu'en justice, qu'à la justice, on n'en serait peut-être pas encore là. Peut-être qu'on avancerait, comme Firmin le souhaitait, on avancerait et que les choses allaient trouver d'autres réponses plus tard. Alors, quand ça se passe comme ça, ça devient une épine dans la gorge du gouvernement. Et c'est ce qui pose problème. Vous verrez que cet épisode, ce dossier va aller d'épisode en épisode. On n'en a pas encore fini, hein. C'est le début. C'était, au départ, on en était où sur le plan national. Aujourd'hui, le dossier est transporté à la CEDEAO. Ça veut dire qu'après, ça peut aller à un autre niveau. Et ça, c'est le gouvernement qui l'a voulu ainsi. Moi, je n'accuse pas le gouvernement dans sa responsabilité. Je n'accuse pas Agbeomé non plus dans sa volonté d'aller au bout de cette histoire. Je dis juste que le choix qui a été proposé pour débattre le cadre qui a été proposé pour débattre de ce problème n'était pas très bien réfléchi. On n'avait pas besoin d'aller en justice sur un sujet qui oppose deux candidats qui se sont présentés à une élection, parce que ce n'est pas la justice qui organise les élections dans notre pays, c'est la CENI qui l'organise sous la supervision d'un ministère qui a la charge de diriger tout le processus électoral. Non, je pense que la différence, Samuel, vous permettez, je pense que la différence avec les Fabre et les Iris Olympio, où ce pourquoi peut-être la justice serait mêlée, c'est quand Gbomé a eu à signer un décret en utilisant les Amériques de la République, les sceaux de la République et tout ça. Par exemple, quand vous voyez Iris Olympio en 2003, Iris Olympio avait dit nous n'allons pas laisser Yadema faire ce qu'il a fait en 98. Nous allons former notre gouvernement, nous avons déjà notre Premier ministre. Et il s'est arrêté là, pardon, et Jésus n'a jamais eu à signer quelques décrets que ce soit. Or, Agbomé l'a fait et il a signé plusieurs décrets. Donc, quand vous voyez aussi Jean-Pierre Fabre n'a jamais dit nous avons notre Premier ministre, et il n'a jamais signé de décret. Aussi virtuel soit-il, Jean-Pierre Fabre n'a jamais fait ça. Donc, il est resté dans la stricte légalité. Agbomé est un peu sorti de la marge, au fait. Donc, c'est ça, c'est ce que le vaut un peu, peut-être ses ennuis judiciaires. On avait vu aussi des candidats qui se sont autoproclamés président élu du Togo, qui ont fait des adresses à l'endroit du peuple togolais. Non, on peut s'autoproclamer. Dans des discours officiels, relayés sur les médias. C'est des discours qui, pour ce candidat qui s'est autoproclamé président, sont des discours officiels. Et donc, il y a eu des cas, on a vu chaque candidat avec sa stratégie pour aller à l'encontre d'une décision à laquelle il s'oppose. Non, on peut le faire. On peut le faire. On le point. Oui. Pardon. Moi, quand on parle d'utilisation du sceau de la République, des décrets qu'il aurait pris, des discours qu'il aurait fait, etc. Non, il y a un cadre légal pour faire face, pour discuter de ces problèmes-là. Ça ne poserait pas de problème si le dossier d'Agbeomé est transporté dans un cadre hors que la justice. Ce n'est pas la première fois que des Togolais utilisent l'armoirie du Togo, le sceau de la République, je ne sais pas, vous pensez images. Que ce n'est pas la première fois? Alors, ici, ce n'est pas la première fois que ça se fait. David ressemble un peu à ce que disait Madame Adjamagbo. C'est un contentieux électoral qu'on veut transformer en procédure pénale.
Oui, c'est ça, au fait. Le problème, le contentieux électoral, si Agbomé Kodjo était resté bien enfermé dans ce contentieux électoral, il ne se poserait pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il a eu à signer des décrets, il a eu à utiliser des armoiries. C'est là où ça sort du cadre, les gars, et on le transpose sur le terrain judiciaire. C'est ça. Mais par exemple, s'il était resté dans la posture de Fabre en 2015, s'il était resté dans la posture de Jékis Olympio en 2003, il ne se serait posé aucun problème. Mais le problème, c'est qu'il est sorti un peu de la cadre. Par exemple, Jékis Olympio, il a eu à s'adresser au peuple togolais. Comment il s'appelle, paix à son âme, le président Boba Kitani en 2005, c'est votre président qui vous parle. Il n'a eu à signer aucun décret. Donc, il est resté dans la stricte légalité. Donc, il n'y a eu aucun problème. Donc, si problème il devait y en avoir, ça aurait été réglé sur le plan électoral et sur le plan politique. Agbomé Kodjo, donc, je pense que c'est lui-même qui s'est créé ces ennuis judiciaires et aujourd'hui, il en fait les frais. Moi-même, je dis, au-delà de tout ça, l'intérêt de la justice, c'est quoi? L'intérêt de la justice, c'est peut-être de punir et de prendre des mesures pour punir et dissuader. Donc, je pense que tout ce qu'Agbomé a eu, la justice a fait subir, ou le SRIC, du SRIC à la justice, tout ce qu'il a eu à subir, bon, ça l'a puni déjà, et ça permet aujourd'hui de dissuader un certain ou d'éventuels comportements à l'avenir. À la différence que quand la même justice qui, comme vous le dites, a envie de punir un candidat qui aurait utilisé ou a utilisé le sceau, etc., les armoiries, etc., à la différence que cette même justice vous impose un silence face à ce que vous réclamez, que vous continuez de réclamer. On vous impose un silence notoire, on vous interdit même d'aborder des sujets qui sont relatifs à l'élection présidentielle. C'est là où le problème se passe. Si la justice disait à Agbomé, vous avez été convoqué parce que on vous accuse d'avoir utilisé le sceau du pays, les armoiries, etc. Vous avez pris des décrets, etc. On comprendrait. Là, le dossier le procès se serait positionné dans un cadre judiciaire fixe et connu. Mais au même moment, la même justice vous dit, vous n'avez plus le droit de vous prononcer sur le dossier, vous n'avez plus le droit de critiquer, vous n'avez plus. Ça sort du cadre purement judiciaire et ça se retrouve dans un David, je savais que vous allez amener complexe. Je sais que vous savez ce qui est arrivé, le fait que quand nous aussi nous avons appris ça a étonné plus d'un. Connaissant Agbomé, regardez, ce qui est sorti, ce qui a été tous les 4 points ou les 4 ou 5 points, c'est que Agbomé Kodjo a souscrit à ses engagements. Le problème, c'est quand Agbomé Kodjo n'est pas resté dans sa maison et on lui a dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus parler des élections présidentielles. Vous n'allez plus contester. Agbomé ce n'est pas comme ça s'est passé. Agbomé allait devant la juridiction et on lui a dit, monsieur, c'est ceci, vous acceptez et vous rentrez chez vous. Agbomé a dit, ok, j'accepte, garder le silence et je rentre chez moi. Donc le problème, ce n'est pas sur ce point. Moi, je n'accuse pas la justice. Le problème, moi, à ce niveau, on peut accuser Agbomé Kodjo parce que c'est lui qui a posé sa signature. Il n'aurait pas accepté, peut-être la donne se serait énoncée autrement. Il a accepté. Donc, sur ce point, ceux-là qui le défendent sur ce point, mais je me dis, mais vous tirez sur la personne elle-même a souscrit à cet engagement. La personne elle a dit, oui, j'accepte. Je ne vais plus parler de la présidentielle du 22 février. En quoi est-ce qu'on peut le défendre? Le problème, c'est que la souscription à ces engagements dont tu parles aujourd'hui n'a pas été faite à la suite d'un procès. Si ça a été fait, s'il y avait eu un procès qui a défini dans ses conclusions qu'à la suite du procès qui oppose l'État à M. Agbomé, la décision des juges est que voilà, on comprendrait. Ça a été une convocation. Il a été convoqué devant l'autorité judiciaire et à la suite de cette convocation, un document lui a été présenté pour lui dire, vous signez ce document et vous rentrez chez vous. Ça veut dire que s'il avait refusé de signer, il resterait toujours là où il serait peut-être aujourd'hui. Alors, est-ce que vous et nous, on n'était pas là? Dans quelles conditions tout ça s'est passé? Et ce qui est curieux, c'est que à sa sortie du SCRIC, il est revenu sur le même sujet qui lui a valu d'autres convocations. Alors, le problème ici, c'est que, vous savez, on a envie que ce problème finisse. Tout le monde, tous les Togolais, vous sortez dans la rue, vous demandez aux Togolais aujourd'hui, le problème électoral, là, avec quelqu'un qui dit qu'il a gagné, l'autre qui dit que c'est... Où est-ce qu'on en est? Ce Togolais vous dira, ce n'est pas
notre priorité aujourd'hui. Ce n'est pas notre tasse de café. On n'en a rien à foutre. Qu'ils aillent régler ça entre eux. D'accord. Le problème aujourd'hui, pour les Togolais, c'est comment trouver une solution aux problèmes que les Togolais rencontrent tous les jours dans leur quotidien. C'est comment arriver à asseoir une politique qui exprime véritablement la volonté de la population. Vous et nous, nous savons très bien les besoins des populations togolaises. Oui. On n'a pas, on a tous les problèmes aujourd'hui. La crise sanitaire est venue catapulter tout, désorganiser tout. On n'a pas d'argent, on a besoin de nous relancer. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le chef de l'État a prêté serment. Il est chef de l'État, il est président de la République officiel. Il a entamé un nouveau mandat qui malheureusement a commencé par rencontrer quelques petites difficultés. On espère qu'il va pouvoir les résoudre avant la fin de son mandat. Le dossier électoral, c'est bon. La justice togolaise, on a besoin de vous ailleurs que là où vous êtes. Non, par exemple, quand vous parlez de procès, David, quand vous parlez de procès, on n'avait pas besoin qu'on organise un procès avant qu'on interdise d'évoquer le dossier. Donc, du moment où cette affaire, du moment où cette affaire est en instruction, donc on peut donner certaines interdictions. Mais l'autre chose aussi que je voulais évoquer, c'est Agbomey Kodjo sur le plan populaire n'existe pratiquement pas. Bien sûr, c'est la dynamique Podro qui l'a aidé à rafler les 19%, mais au-delà de tout, Agbomey sur le plan électoral, Agbomey Kodjo sur le plan électoral n'existe pratiquement pas. Donc je pense qu'en faisant ça, peut-être, ça lui permet d'avoir encore une certaine audience, que le parti même, que lui-même, c'est tout d'abord, que lui-même, toute cette page-là, oui, que Agbomey Kodjo lui-même, bien sûr, politiquement, il veut exister. Mais il y aura encore d'autres échéances. Qu'il asseye encore son parti, son mouvement, le MPDD, pour faire face à d'autres futures échéances. Sur la base de l'existence politique d'Agbomey, chaque candidat à une élection n'existe pas s'il n'a pas un soutien derrière. Vous pensez que Fabre serait Fabre qu'on connaît aujourd'hui s'il n'était pas dans l'Alliance nationale de changement? Vous estimez que l'actuel chef de l'État, Faure Exos-Zimna Gnassingbé, sera le même Faure Exos-Zimna Gnassingbé s'il n'est pas porté par une formation politique qui est sa famille politique UNIR? Vous pensez que les autres leaders d'opposition porteraient cette casquette-là s'il n'était pas soutenu? Non. Agbomey Kodjo a été soutenu par une dynamique qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. On lui a donné 19%. Il n'est pas d'accord. Il dit qu'il a eu plus que ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a une personne qui a porté la dynamique et le choix a été fait sur lui. Dire qu'il n'existe pas politiquement aujourd'hui. Non, pour l'adversaire en face. Non, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas politiquement. J'ai dit qu'il peut exister encore plus politiquement. Mais sur le plan populaire, quand Obu était allé aux élections en 2010, il y a moins de 2%. Ça, c'est Obu. Oui, Obu, MPDD serait allé seul à cette élection. On aurait peut-être 2% ou 1%. C'est Podro avec l'esprit catholique qu'il a beaucoup aidé. Sinon, Agbomey Kodjo lui-même, politiquement, il est très bon. Il a ses premiers ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, un des fils, entre guillemets, politiques de Gnassingbé, il y a des membres, oui, il existe. Mais sur le plan populaire, mais attendez, vous n'allez pas comparer c'est le même constat. Oui, vous n'allez pas comparer Agbomey Kodjo à Jean-Pierre Fabre quand même. Vous voyez, par exemple, vous n'allez pas comparer Agbomey Kodjo à Jean-Pierre Fabre. S'il n'est pas de l'ANC, vous imaginez que si Jean-Pierre Fabre était resté dans l'Union des forces de changement, il aurait cette popularité? Non, il n'aurait pas cette popularité. Vous estimez que si l'actuel chef de l'État, Faure Exos-Zimna Gnassingbé, sort de UNIR, il aurait cette popularité encore? Non, c'est une formation, c'est une famille politique qui porte le nom et l'identité populaire d'un candidat. C'est comme on dit la même chose, mais on ne se comprend pas. Peut-être. Mais par exemple, je dis Agbomey Kodjo au but, parti politique. Agbomey Kodjo 2020, parti politique, plus une dynamique. Donc, c'est là la différence. Faure Gnassingbé est allé aux élections avec UNIR. Oui. Agbomey Kodjo n'est pas allé aux élections avec un PDD. Agbomey Kodjo est allé aux élections avec un PDD, avec une dynamique, oui, avec la bénédiction d'un prélat. Donc, c'est quelque chose au fait. C'est quelque chose au fait. Donc, juste dire simplement que... C'est ça le mythe de la politique. C'est ça le mystère qu'on a. Bon, maintenant, si on revient, il reste quelques minutes seulement, si on revient sur la question même de la Cour de justice de la CEDEAO,
Agbeome Kodjo cherche à être rétabli dans ses droits. Elle dit que ses droits ont été violés lors de la procédure qui a conduit à la levée de son immunité. La Cour de justice, on l'a vu sur beaucoup de dossiers, a dit le droit. Agbeome Kodjo peut espérer? Agbeome Kodjo peut espérer, mais il reviendra à l'État togolais d'être présent lorsque le procès sera organisé. Mais ce que le problème, c'est quoi? L'État togolais ici, la justice togolaise ici aussi va chercher à faire son travail avant de se rendre à la Cour de justice de la CEDEAO. Si le contentieux n'est pas vidé ici, il serait difficile à l'État togolais de se représenter ou d'être présent à la Cour de justice de la CEDEAO. Le greffe de la Cour a envoyé à l'État togolais une note pour lui demander, par rapport à la saisine d'Agbeome, quels sont les arguments de l'État. C'est ce qui va permettre à la Cour de se prononcer. Exactement. Mais ici, tout suit son cours normal. On peut organiser un procès. On peut organiser un procès, on peut continuer de convoquer Agbeome Kodjo. Il y a aussi la demande qui est faite à la Cour de suspension de la procédure pénale. Mais est-ce que l'État togolais, la justice togolaise va obtempérer? C'est là où... Bon, on verra. Mais tout ça là, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin, il faut passer à autre chose. Ça anime politiquement très bien la vie d'Agbeome Kodjo. Ça lui plaît, ça lui sied. Politiquement, ça lui permet d'exister. On parle encore d'Agbeome Kodjo, de par le monde, les gens me suivent. Mais final, le quotidien, les politiciens, ça... Et que ce soit le pouvoir, que ce soit Agbeome Kodjo, ça leur plaît. Quand on parle des choses comme ça leur plaît. Mais les Togolais veulent manger, au fait. Les Togolais veulent s'assurer le quotidien. C'est ce qui est cher aux Togolais. Donc, ce qui est cher aux Togolais, il faut passer à autre chose. Moi, j'ai plus envie de voir la justice de mon pays s'attaquer aux vrais dossiers qui pendent, qui défraient la chronique. On en connaît un peu. On ne sent pas encore la justice togolaise au lieu où elle doit être, malheureusement. J'encourage véritablement le doyen des juges, c'est comme ça qu'il s'appelle, le doyen des juges d'instruction, qui convoque le doyen des juges des instructions. C'est ça, non? Le doyen des juges d'instruction, non? Moi, j'ai pas fait. Vous avez quoi aujourd'hui? Allez, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, au-delà de tout ce qu'on dit, la politique ne compose pas les trois quarts de nos préoccupations aujourd'hui. Non, la politique, elle est très loin. Les préoccupations des Togolais, on les connaît tous. Et je crois que le gouvernement a aussi l'obligation véritablement de trouver des solutions aux problèmes des Togolais. Il y a eu une élection qui a eu lieu, qui a fait élire un président à plus de légèrement 70%. Les Togolais l'attendent beaucoup plus sur des chantiers sur lesquels il a fait des promesses pendant la campagne. Il faut qu'on avance et qu'on arrête de perdre du temps parce que quelque part quelqu'un est en train de continuer par réclamer sa victoire. C'est la politique. À côté de la politique, il y a le social, il y a les priorités. On parle de beaucoup de milliards qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. On veut voir la justice togolaise aller regarder vraiment, poser des questions. On veut voir sur ces points-là, voilà. Sur la lutte contre la corruption. Il faut la que corruption, le président tape du poing sur la table. Il faut qu'il montre aux Togolais qu'il est avec eux, qu'il est dans cette dynamique de lutter contre la corruption, quoi. Parce que ça crée assez de frustration. Quand vous êtes là, vous ne trouvez pas à manger en face, vous entendez dire qu'il y a des gens qui voleraient des milliards. Ça fait mal aux Togolais. Le président de la République, il a eu à descendre dans plusieurs localités et les promesses qu'il a eu à faire, les Togolais voudraient voir ces promesses réalisées, surtout en ce début de quinquennat. Moi, je ne voudrais pas qu'on dise que ce quinquennat est fragilisé par toutes ces affaires que nous sommes en train de connaître dans la presse. Mais malheureusement, c'était le constat début de quinquennat fragilisé et on peut catapulter par la crise sanitaire qui a véritablement déprogrammé tout. Aujourd'hui, ça semble aller au mieux avec la gestion qui est faite de cette crise-là. Qu'on arrête, pour moi, qu'on arrête de consacrer de la disponibilité pour une question politique qui n'intéresse pas les Togolais, qui n'intéresse pas beaucoup de Togolais, qui n'apporte pas des solutions aux problèmes
des Togolais. Et puis, ça met au-delà d'Agbemou Kodjo, mais c'est comme l'opposition n'existe plus. C'est pas bien pour un pays. Oui, tout le monde est silencieux. Oui, tout le monde est silencieux. C'est pas bien pour un pays. On C'est attend pas... les prochaines joutes électorales pour s'annoncer. Non, c'est pas bien. C'est parti pour 2023. Non, c'est pas bien. Il faut que l'opposition existe. Il faut que le pouvoir finance les jeunes opposants. Et ce point, oui, mais vous savez, généralement, on a une opposition qui ne trouve d'existence que quand il y a élection. Sur les sujets sociétaux, on n'entend personne quand on évoque la corruption. Tout c'est comme si c'est des dossiers qui ne les intéressent pas. C'est quand il y a élection, ils ont les arguments, réforme, cadre électoral. Des choses qui n'arrangent en rien le peuple. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une jeune, par exemple, on voit les jeunes, comment ils s'appellent, les jeunes de Novi, l'autre aussi, Kadbara, oui, qui font de très belles propositions. Moi, je voudrais que l'État les soutienne, parce que c'est de la responsabilité de l'État de créer une opposition, de soutenir une opposition, et que cette opposition constitue une alternative crédible. Il faut une opposition dans ce pays, parce que au-delà de tout, l'opposition crédibilise le règne qui est au pouvoir. Ils ont été très malins. Ces trois que vous avez cités, ils ont compris très vite qu'il faut occuper le terrain qui est laissé vide par l'opposition. Et ils se sont investis. On voit un peu ce qu'ils font tous les jours. On a vu un peu comment le net particulièrement s'est investi dans la lutte contre le coronavirus. Oui. Malheureusement, on n'a pas vu les partis d'opposition. On en a traditionnels. C'est vrai, on dira que ces partis n'ont pas les moyens, etc., qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais derrière, il y a cette grosse attente de la population qui veut les voir aussi venir les aider, venir les soutenir. Et donc, ces sujets qui sont capitaux, on ne sent pas trop l'opposition se prononcer là-dessus, même au Parlement ou alors dans leurs états-majors. La question des 500 milliards détournés, personne s'en intéresse, personne, oubliant que c'est nous tous qui allons acheter le carburant à la pompe, même si eux, ils ont peut-être la chance de disposer d'autres moyens pour cela. Merci David Djagbavi. Merci à vous d'être resté à notre compagnie et à demain.